Ça y est. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être déjà si nombreux présents avec nous. On est ravis de vous avoir parmi nous pour discuter du projet ChargeKeeper aujourd'hui. C'est un projet d'Enerfip Innovation. On est vraiment content de partager ce moment avec vous. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Certains d'entre vous connaissent déjà le principe. Pour les autres, je répète au fond de la salle. Donc, vous nous voyez, vous nous entendez. Normalement, ça se passe bien. On a testé le son, on a testé l'image, tout va bien. En revanche, nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc, le seul moyen pour vous de communiquer avec nous, c'est par le petit onglet questions à votre droite, à droite de votre écran. Vous avez un onglet questions sur lequel vous pouvez écrire et poser vos questions, vos commentaires. Alors, il y a quelques subtilités. C'est un outil qui permet de, voilà, merci Nicole, de prouver par A plus B que ça fonctionne. Vous pouvez voter sur les questions. Ça évite de poser plusieurs fois la même question. Si quelqu'un pose une question qui vous intéresse particulièrement, vous cliquez sur la petite flèche qui monte vers le haut à gauche que vous voyez et ça va permettre de remonter et nous de nous assurer à la fin qu'on aura répondu aux questions qui intéressent le plus de monde. OK. Donc, on va vous présenter le projet, on va répondre à vos questions. L'objectif, c'est qu'à la fin, ça va durer 1 heure, pas plus, théoriquement. Ça dépend si vous êtes très bavard, mais normalement, ça ne devrait pas durer plus d'1 heure. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, vous ayez tout compris sur ChargeKeeper et que vous puissiez investir demain sereinement, ou pas d'ailleurs, ça dépendra si on aura réussi à vous convaincre. Mais pour ça, je ne me fais pas vraiment de soucis. Nous sommes à Montpellier, en tout cas Diego et moi. Il y a le quart d'heure montpelliérain qui est mondialement connu. Donc on va peut-être patienter juste 1 minute ou 2 histoire de s'assurer que les derniers arrivants arrivent. Et puis ouais, ça sera peut-être moins même parce que là ça a l'air déjà de se calmer en termes de connexion. L'objectif c'est que tout le monde puisse démarrer à peu près au même moment. Ce que je vous propose, c'est de démarrer tout doucement, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. On peut déjà se présenter. Je vais vous présenter mes collègues de ce soir. Donc nous avons Christopher, salut Christopher, et David, bonjour David, de ChargeKeeper, qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions et qui vont vraiment pouvoir voilà, vous présenter le projet parce que comme c'est Enerfip Innovation, vous le savez probablement, ce sont des projets un peu particuliers, donc il faut qu'on vous explique ça un peu dans le détail. Nous avons aussi Diego. Salut Diego. Bonjour, bonjour tout le monde. Qui est analyste financier chez Enerfip et qui a donc analysé le projet, donc il va pouvoir vous en parler très précisément. Pour ceux qui ont déjà vu des webinaires chez nous, vous le savez maintenant, l'objectif c'est de vous parler à la fois du porteur de projet et du produit en lui-même, de bien comprendre de quoi on parle, que fait ChargeKeeper, quelle est sa valeur ajoutée. Ensuite, on va vous parler du montage financier, puisqu'on est sur Enerfip Innovation, on est dans un projet en action, et donc ça c'est un peu particulier. On va vous présenter la collecte, comment on a investi, et puis évidemment la fiscalité qui est toujours un très gros morceau. On répondra à vos questions là-dessus dans la mesure de nos compétences. Mais voilà, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Et puis ensuite, si pendant la présentation on n'a pas répondu à toutes vos questions, on le fera à la fin. Donc je vous rappelle, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez sur la droite de votre écran et vous pouvez voter pour les questions quand ces questions vous intéressent, quand elles ont été posées par quelqu'un d'autre et qu'elles vous intéressent. On essaiera, quand c'est vraiment dans le sujet, de répondre en direct à vos questions. Sinon, les autres, on les gardera pour la fin, donc on essaiera de répondre à tout. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer, ça vous va ? C'est parti. Écoute, Diego, tu peux nous parler d'Enerfip Innovation en 2 mots parce que c'est quand même un projet Oui, encore assez nouveau. oui. Merci beaucoup pour l'introduction, Pauline. Et oui, donc pour vous présenter un peu Enerfip Innovation pour ceux qui ne connaissent pas, puisque
On a eu une collecte là récemment sur laquelle vous avez déjà peut-être investi. Donc Enerfip Innovation, c'est une offre qui a été lancée cette année sur Enerfip et qui permet aux investisseurs de prendre des participations dans des sociétés innovantes de la transition énergétique. Et donc, avec un instrument qui est différent de ce qu'on fait d'habitude, puisque ce serait un investissement en actions, contrairement à la majorité des investissements qu'on propose sur la plateforme qui sont en obligation. Voilà, donc ces investissements, ils ont, il faut le dire dès le départ, un risque plus élevé, mais également un potentiel de rentabilité plus élevé. Donc, ce sont des investissements qui attirent peut-être différents profils d'investisseurs. Et également, la maturité, ou plutôt l'horizon d'investissement est différent, puisque tandis que pour les obligations, on est plutôt sur du 1, 2, 3 ans, là, on a un horizon d'investissement qui est plutôt autour de 5 à 7 ans. Et enfin, on abordera ça plus tard, mais il y a pour ce type d'investissement des avantages fiscaux, donc des réductions d'impôts pour les investisseurs qui participent. Ouais, donc c'est vraiment différent des obligations qu'on propose d'habitude. On va vous expliquer tout ça. Merci Diego, c'est très bon. Maintenant, on va vous présenter ChargeKeeper. Hein. Je vous en prie, Christopher, David. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Christopher Ney. Donc, je suis président, cofondateur et aussi directeur technique. Donc, beaucoup de titres, mais forcément pour une jeune société. Donc, moi, que vous dire, je suis un passionné de la tech depuis la tendre enfance. Voilà, c'est ma grande passion. J'en ai fait mon métier. Et j'ai toujours cette passion de monter des projets autour de la tech. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire rejoindre deux sujets qui sont la technologie informatique avec l'accompagnement de la mobilité électrique. Donc voilà, donc c'est ce qu'on fait depuis quelques années avec David. Voilà, et moi David Garcia, directeur général et aussi directeur commercial de ChargeKeeper. Une expérience diverse et variée. Je viens de la grande distribution, donc plutôt carré, organisé, beaucoup dans les coûts. Puis après, j'ai bougé sur d'autres directions et récemment, j'ai été directeur général de groupe, toujours dans la distribution et aussi dans les logiciels. Voilà pour mon expérience. Parfait, merci. Et donc maintenant, parlons de ChargeKeeper. Tout à fait. Donc ChargeKeeper, donc effectivement, jeune société, donc créée en 2022. Alors, pour la petite histoire, la société a été créée en 2022, mais l'histoire est plus vieille que ça. Aux alentours des 2019, en fait, j'ai travaillé sur ce sujet avec une personne d'ailleurs qui fait partie de l'actionnariat, qui est à la base un opérateur de la recharge qui avait des grosses problématiques, et on vous expliquera pourquoi, sur le pilotage de ces bornes de recharge pour des véhicules, et on verra aussi pour des véhicules de type poids lourd. C'est aussi des spécialités que nous avons chez ChargeKeeper. Et donc, on a travaillé pendant quelques années sur ces sujets-là, jusqu'à un moment le fait de se dire, en fait, le travail qu'on a fait a un vrai besoin de marché et peut être utile à énormément en fait, d'acteurs sur ce marché qui est en pleine croissance. Donc, ChargeKeeper, c'est un logiciel, 100% logiciel. On n'installe pas de borne, on ne fabrique pas de borne, on n'exploite pas de borne. Voilà, je le dis tout de suite. Pas décevoir les personnes qui nous écoutent. On ne fait que du logiciel. Donc, ça peut paraître immatériel, mais vous verrez que ça a aussi beaucoup d'avantages et aussi plein de puissance sur le modèle économique et sur ce que ça peut générer derrière en termes de services. Après, on utilise du logiciel tous au quotidien, donc ça, vous pouvez l'imaginer. C'est un produit qui est indispensable, on va le voir aussi juste après. Aujourd'hui, ChargeKeeper aussi, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas une start-up dans un garage où vous êtes un petit peu dans nos bureaux. Là, on vous a invité dans nos bureaux ce soir. On a l'équipe derrière, alors on leur a dit de ne pas faire trop de bruit là. On a déjà des clients, on a plusieurs milliers de points de charge. Alors, on verra, on parle en points de recharge dans notre modèle économique. Une borne, c'est plusieurs points de recharge parfois. C'est important aussi pour notre modèle économique, et David vous en parlera. Donc, on a plusieurs milliers de points de charge qui sont pilotés au quotidien.
plusieurs dizaines de clients et partenaires qui sont directs ou indirects. On verra aussi, on fait du B2B, B2B2B. On verra aussi que c'est une partie très intéressante sur la croissance. Ouais, le B2B, c'est business to business, c'est-à-dire que vous vous adressez aux professionnels et pas aux particuliers. Tout à fait. C'est ça. Je me permets de faire la traduction. Énormément de particuliers utilisent la solution, mais sans le savoir, effectivement, parce qu'ils ne contractent pas ou ils n'utilisent pas forcément la marque ChargeKeeper que vous avez au-dessus de nos têtes. Voilà. Aujourd'hui, on discute pour faire une levée de fonds de l'ordre de 500 000 €, qui sera sans doute complétée avec la BPI. Sachant que BPI, on a déjà travaillé avec eux. On va pas parler de levée, mais en tout cas, on pourrait parler d'une première levée, un précise, on va dire, qu'on a déjà fait avec la BPI sur le lancement de notre ChargeKeeper. Voilà, avec, on va dire, on avait environ 400 000 € d'OCA. d'OCA qui font devenir des actions d'ailleurs, et 400 000 € de BPI. Donc on a commencé comme ça, plus le chiffre d'affaires, et là on est en seed sur cette opération-là. Voilà, super. Pour la question de ChargeKeeper. C'est très très clair. Merci beaucoup Christopher. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur l'onglet questions à la droite. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que BPI? Oui, c'est une très bonne question. La banque publique d'investissement, la banque de l'État, Voilà. en fait, qui investit dans les startups plutôt dans la tech et qui sont souvent sur des modules différenciés, notamment le module innovation dans lequel on fait partie. Et vert pour nous aussi, la partie green. Green Tech aussi et Green SaaS. Voilà, on est dans le Green SaaS, Green Tech et aussi dans la partie innovation. On est au carrefour de ces technologies-là. Et c'est voilà, donc banque publique d'investissement, c'est en général un gage aussi de sérieux, surtout quand on a dépassé ce qu'on appelle le POC, le Proof of Concept. Nous, on n'est plus là-dedans, on est vraiment dans un produit qui est commercialisé. Et la BPI, donc du coup, suite à cette levée que l'on fera ensemble, continuera à nous accompagner. Alors bien entendu, vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau gouvernement, donc il y a quand même des choses à signer. Donc il risque d'y avoir un petit peu d'attentisme au premier trimestre, mais en tout cas, l'idée c'est de continuer cet accompagnement de la BPI. Sachant que c'est des discussions qu'on a déjà initiées avec notre conseiller de la BPI cet été. Tout à fait. Donc, on va y venir sur le B2B2C, tout à fait. Mais c'est tout à fait vrai, François. Pour remettre les choses dans le contexte, j'ai commencé à en parler, mais sur cette diapositive, ce qui est très important d'expliquer, c'est qu'en fait, toute entreprise qui installe des bornes, on va souvent parler d'opérateurs de bornes ou d'installateurs électriciens qui installent des bornes, en tout cas les sociétés qui sont spécialisées pour installer des bornes dans les entreprises ou chez vous d'ailleurs, et pour les maintenir aussi, parce que quand on installe une borne, on a l'obligation de la maintenir. Hein, ça fait partie aussi des mécanismes d'État et puis des subventions qui sont accompagnées sur les installations de bornes. En fait, cette entreprise, elle a besoin de deux fournisseurs et de deux choses. Pour faire fonctionner la recharge, elle a besoin d'une borne, vous voyez à gauche, donc ça c'est une borne plutôt lente, plutôt pour les entreprises, on vise le marché de l'entreprise, on en parlera, et d'un logiciel. Et donc c'est ce que l'on fait chez ChargeKeeper, c'est la partie droite. On est vraiment spécialisé en fait pour fournir un logiciel pour les professionnels, pour leur faciliter le quotidien. Je vais passer sur la slide d'après. Et que fait notre logiciel ChargeKeeper? On aime parler. Alors en fait, il fait énormément de choses. Voilà, c'est vraiment une très grosse boîte à outils et c'est ce qui plaît aussi aux professionnels, c'est d'avoir un seul outil qui centralise tous leurs besoins. Vous savez, c'est comme votre abonnement Microsoft, vous avez tout dedans. Vous avez votre boîte mail, vos outils, Word, etc. pour les gens qui font de la bureautique, ça va être très parlant. Eh bien, nous, c'est la même chose. Néanmoins, on peut distinguer trois grands piliers fondamentaux, même si vous voyez toutes ces petites fonctionnalités autour, qui sont la maintenance. Donc, premièrement, c'est s'assurer que la borne fonctionne bien, que vous ayez un bon taux de disponibilité. Il y a quelques années en arrière, des gens qui se rechargeaient en itinérance, donc c'est-à-dire sur les zones les parkings publics, vous savez, ou sur les autoroutes, ce qui n'est pas notre marché d'ailleurs. Voilà, on avait souvent ces problématiques de maintenance. Donc ça, c'est le but du logiciel, faire de la maintenance prédictive, s'assurer que ça fonctionne bien, redémarrer la borne automatiquement, etc., automatiser tous ces process. Sachant que, juste rajoute une chose, n'oubliez pas que la borne, elle est physiquement installée à un endroit. On peut pas, c'est pas comme un téléphone qu'on renvoie pour réparation. Ouais. Intervenir. Voilà. Et les installateurs ont des bornes partout en France. Tout à fait. Donc, il faut intervenir à distance. D'où l'importance d'avoir le logiciel de supervision qui peut faire la maintenance prédictive et curative à distance. Et intervenir à distance, effectivement. Voilà. Ça réduit les coûts, effectivement, de maintenance et d'exploitation de nos clients. Donc, c'est très, très important. Donc, ça, on leur redonne la main parce que d'autres ne le font pas. Donc, ça, c'est vraiment un des premiers piliers d'entrée avec lesquels nos clients apprécient vraiment de travailler avec nous. Deuxième, qui est fondamental, et on en parlera aussi plus tard sur la législation, etc., qui est la monétisation.
Donc l'objectif, c'est quoi? C'est fini de délivrer de l'électricité gratuitement. Ça pouvait encore exister cette année. Jusqu'à la fin de l'année. Ouais, jusqu'à la fin de l'année, ça peut encore exister jusqu'à la fin de l'année dans certaines entreprises. Mais vous connaissez le marché et tout ce qui s'est passé de toute façon en géopolitique sur le prix de l'électricité. Aujourd'hui, il est vital de pouvoir, premièrement, identifier la personne, savoir si elle a le droit de se recharger, comment on va la facturer, est-ce que ça va être avec sa carte bleue, est-ce que ça va être un virement, etc., etc., et faire remonter aussi tous ces flux dans l'entreprise. Donc, gérer vraiment toutes les problématiques de l'entreprise, ça va de l'encaissement de la recharge à la facturation, à la gestion des flux, les suivis de notes de frais, etc. Aussi, voilà, deuxième pilier. Et troisième pilier. Et je te coupe encore, la monétisation de l'entreprise aussi, c'est important. Hein. N'oubliez pas qu'on est dans un nouveau modèle économique qui peut des fois être un peu complexe, mais là, on s'adresse, nous, au marché des entreprises. Dans les entreprises, vous avez certaines entreprises qui viennent se charger chez leurs prestataires, dans d'autres entreprises. Donc, il va falloir gérer tous ces flux de facturation. Tout à fait. Donc, c'est une monétisation B2C, on la gère. Un client qui vient se recharger, il va payer sa facture, sa recharge directement. Et il y a les paiements de fin de mois. Et il y a toute une complexité aussi de tarification qui peut être différente tous les jours, toutes les heures. Donc là, la monétisation, elle devient clé aujourd'hui. Et tu ne l'as pas précisé, vous le verrez dans la note d'investissement, mais à partir du 1er janvier, en effet, l'URSSAF va imposer aux entreprises de faire le reporting des recharges qui sont faites auprès des employés. Donc, il faut un logiciel de supervision, ça devient absolument obligatoire. Obligatoire, ok. Tout à fait. Mais voilà, donc tout ça, donc il y a ces deux grandes briques, mais il y a surtout la gestion de l'énergie. Et en fait, l'idée originale de la base de la création de ChargeKeeper, on avait vraiment une idée commune, c'est de se dire dans notre quotidien, c'est de faire en sorte que l'électron soit le plus vert possible en fait dans les batteries des véhicules. Ça c'est l'idée de base, c'est se dire il faut vraiment qu'on décarbone au maximum le transport. Le transport, ça aura toujours une empreinte CO2 malheureusement sur ce que l'on fait, mais l'idée c'est quand même d'accompagner cette empreinte carbone. Et donc pour ça, il y a toute la partie gestion d'énergie qui est un très gros module sur lequel nous avons déjà des solutions et sur lequel on a ce qu'on appelle une roadmap, donc un plan de développement de nouvelles fonctionnalités pour les années à venir, que l'on co-construit d'ailleurs avec nos partenaires et que l'on séquence aussi en fonction de ce qui se passe en termes d'infrastructure sur le territoire, puisque nous sommes aussi dépendants forcément de ce qui se passe en termes de maturité de produits, la maturité des bornes, les nouveaux véhicules. Vous avez peut-être entendu parler de certains véhicules de Renault, qui fait d'ailleurs la suite sur cette slide. Donc sur cette diapositive, effectivement, là, on rentre un peu plus dans le cœur de la gestion de l'énergie. C'est vraiment ce que l'on veut faire. Donc les deux piliers principaux que je vous ai montrés, ce sont les fondamentaux dont on a besoin. Si on n'a pas ça, en fait, on ne peut pas construire le reste de la maison. Donc c'est vraiment très, très, très important de sécuriser ces modules-là. Mais voilà, ce qui nous importe, c'est surtout la gestion. Donc la gestion de l'énergie, ici, pour vous donner quelques grands exemples, on a plusieurs sujets. Donc le premier que j'ai listé ici, et vous voyez ensuite il y a d'autres petites, on rentrera plus dans le détail si vous le souhaitez, mais c'est s'assurer que les véhicules, parce qu'on parle beaucoup aux entreprises, donc je le répète, je vais le redire, notre cible c'est la recharge en entreprise, ce n'est pas sur les autoroutes, ce qu'on appelle l'itinérance qui représente 7% de la recharge. En fait 45% de mémoire de la recharge, une charge sur deux quasiment en France, se passe dans l'entreprise. Et donc, si on pense aux problématiques de flux d'énergie et flux financiers associés, il nous semble, nous, plus opportun d'aller gérer ce qui se passe dans l'entreprise plutôt que sur les parkings publics ou sur les autoroutes. Donc, un des premiers sujets sur lesquels on travaille, parce qu'on a une ADN très transport logistique et poids lourd, qui est de s'assurer en fait qu'avec un planning de la recharge intelligent, les véhicules puissent être rechargés en temps et en heure pour leur tournée quotidienne sur les problématiques de transport. Donc, on a eu ces sujets qu'on a travaillé avec, par exemple, le compte Chronopost, qui fait de la livraison de dernier kilomètre. On est en train de le travailler avec des grands comptes, je ne peux peut-être pas forcément nommer ce soir, qui sont dans le transport poids lourd, où on fait de la planification aussi quotidienne et on fait des détections d'événements aussi pour s'assurer en fait et alerter les opérateurs que le camion soit bien chargé, parce qu'on ne fait plus le plein d'un poids lourd en quelques minutes, ça prend plusieurs heures et en fonction des puissances disponibles du site. On travaille sur la réduction du coût du kilowattheure, donc effectivement François, je pense que c'est une des questions qui était de la considération des tarifs variables de l'électricité, c'est tout à fait vrai. En France, on a encore à ce jour, et ça dépend, un système un petit peu simplifié par rapport au marché de l'électricité, notamment ce qu'on appelle le marché spot, vous avez peut-être entendu parler, qui est indexé sur les matières fossiles d'ailleurs. On l'a bien compris d'ailleurs avec la crise en Ukraine.
Ukraine. Et effectivement, il y a certains pays européens, plutôt les Nordiques, qui ont déjà ces systèmes de coûts variables, voire même parfois d'avoir un coût négatif au kilowattheure, notamment les dimanches. Et c'est le cas en France. Donc, on travaille avec des partenaires sur ces sujets. Donc, nous ne sommes pas fournisseurs d'électricité, mais nous intégrons dans nos algorithmes intelligents de recharge et de planification les signaux prix des fournisseurs d'électricité qui ont cette capacité de proposer en tout cas des tarifs un peu plus variables et indexés sur le marché pour nos clients. On a l'amélioration de l'empreinte carbone. Donc, on est connecté par exemple au système RTE. Vous savez qu'RTE, le système qui le réseau européen d'ailleurs, nous fournit des données en open data qu'on a intégrées nous dans ChargeKeeper, ce qui permet en temps réel de connaître l'empreinte carbone exacte de votre recharge. Donc, par exemple, combien de solaire vous avez intégré dans votre recharge à l'instant T, même si l'électricité vient du réseau, puisque une partie de l'électricité du réseau est en solaire. On connaît aussi l'empreinte carbone et les énergies fossiles utilisées, et on calcule tout ça, des équivalents de CO2 et de litres d'essence économisés. Ça, c'est très apprécié par les entreprises. Et on intègre aussi tout ce qui est localement produit autour de l'entreprise. Voilà, bien sûr. Et voilà, les panneaux solaires. Tout à fait. Et donc, on se connecte effectivement aussi au bâtiment. Donc, nous ne sommes pas un gestionnaire de bâtiment, c'est pas ce qu'on appelle un energy management system. Par contre, on travaille avec des partenaires sur ces sujets-là et on intègre en fait, par exemple, le boîtier de production solaire. Pourquoi ? Par exemple, pour indexer aussi la recharge sur la production solaire. Je suis une entreprise, j'ai 300 mètres carrés de panneaux solaires. Il est plus intelligent quelque part de me dire mes employés arrivent le matin, mes collaborateurs branchent leur véhicule, je ne vais pas lancer la recharge pleine puissance tout de suite. Je vais attendre un petit peu d'avoir une production et à partir du moment où j'ai une production locale, je vais commencer à injecter cette production locale dans les véhicules. Alors du coup, j'ai une question parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et là, tu l'abordes. En fait, mais bon, pardon si c'est évident, mais ça veut dire que tu gardes tous tes véhicules, tu les branches tous et ensuite ils se chargent quand c'est le moment pour être prêts au moment où on en a besoin. C'est ça ? Donc ça veut dire que tu as une borne par véhicule quasiment. Alors, dans ces cas-là, oui, effectivement. Ce qui est quand même relativement le cas parce que, ou alors si c'est pas une borne par véhicule, ça peut être une borne pour 2 véhicules. Parce qu'il s'avère que quand on est au travail, il est quand même compliqué de quitter une réunion ou en tout cas. Ouais, pour aller débrancher ton camion. Il y a eu des tests qui ont été faits ces dernières années pour alerter l'employé, pour lui dire tiens, libère ta place s'il te plaît, pour aller la laisser pour un tel ou un tel. C'est des poules en fait de réservation. Mais il s'avère que ça demande quand même pas mal de gymnastique et de notification aux utilisateurs et que de toute façon, quand on est dans une tâche professionnelle, il est quand même très compliqué de la quitter, malgré le fait qu'on a peut-être un collègue qui veut se connecter. Donc, on gère plutôt le matin, des tranches matin et après-midi, sur une rotation de recharge. Oui, c'est mieux parce que là, c'est par exemple, je suis désolée, je vais débrancher ma voiture ou mon camion, c'est pas. Mais donc, ça veut dire que il y a beaucoup de bornes et que chaque camion ou voiture est branché donc sur une demi-journée et qu'en fait, le système de ChargeKeeper permet de décider à quel moment il remplit le camion, à quel moment il s'arrête et pour que ce soit le plus vert possible et pour que ce soit le plus. Ça soulage les pics de consommation, quoi. En fait, c'est tout à fait ça l'algorithme de ChargeKeeper, c'est le fait de prendre en considération tout un faisceau d'informations qui sont le prix, le coût de l'électricité, la production locale, les capacités de stockage du bâtiment, les besoins du bâtiment. Il peut y avoir un appel de puissance du bâtiment qui fait qu'on doit réduire la puissance. Il peut y avoir un des derniers points qui arrive de plus en plus, qui est de soulager le réseau RTE aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez tous entendu parler d'EcoWatt. C'est des systèmes qu'on est capable d'intégrer aussi qui permettent de limiter et baisser la puissance. Voilà. Et je te laisse lire la question et je te laisse répondre. Mais en tout cas, il y a un dernier point sur lequel je voulais intervenir, qui est ce qu'on travaille pour 2025, c'est l'EcoScore. C'est que dans l'application de ChargeKeeper, alors qu'elle s'appelle ChargeKeeper ou non, ce qu'on fait de la marque blanche aussi pour nos clients, c'est pour ça aussi qu'on ne le voit pas toujours. En fait, on veut inciter l'employé à avoir des bonnes pratiques et à décaler ses recharges ou à laisser sa place et travailler son éco-score basé sur son empreinte carbone et justement les CO2 économisés qu'il aura réalisés grâce, en tout cas, en fait, de suivre nos conseils sur ses comportements de recharge. Du coup, j'ajoute un point, je réponds à la question de Xavier. Il y a autant de cas d'usage que d'entreprises.
Et nous, on est là vraiment pour répondre aux couches servicielles des entreprises dans toutes leurs difficultés à appréhender l'électrification. Donc, on a des entreprises aujourd'hui, on répond à des appels d'offres pour des centres universitaires, pour des CHU, pour des logisticiens, des très gros logisticiens français qui vont avoir la capacité d'être quasiment autosuffisants avec la production solaire, couplée avec des batteries. Donc, effectivement, dans la question, est-ce que on recharge essentiellement la journée? Pas forcément. Il y a aussi des grosses batteries de stockage qui vont permettre de faire des recharges à différents moments de la journée, couplées au coût de l'énergie. On s'aperçoit aussi qu'on a beaucoup de recharges la nuit. La majorité des recharges aujourd'hui se font la nuit à domicile. Oui, aussi, parce qu'on pilote aussi les recharges à domicile, puisque pour les entreprises qui ont des véhicules de société, il faut bien les charger au domicile le soir. Donc notre logiciel en fait prend la main sur la borne et est capable de remonter un état de charge mensuel pour les facturations des frais. Donc tout cet écosystème de services, il est très dense. C'est compliqué de tout lister aujourd'hui, ce soir, mais il y a énormément de besoins de services pour les entreprises auxquels on répond. Et aussi, le besoin que mon véhicule à 8 heures il puisse partir à pleine puissance avec 100% de batterie. Donc, on va charger essentiellement la nuit, mais on va charger au meilleur moment de la nuit. Voilà. Et donc, oui, s'il y a beaucoup de production d'électricité en journée, dans le monde des entreprises, c'est différent que dans le monde du particulier. Hein, le remboursement de l'énergie est encore plus bas que celui du particulier. Donc, il vaut mieux la stocker, cette énergie, et la renvoyer dans les recharges plus tard dans la journée. Donc, tout cet écosystème, nous, on le pilote. Je vais répondre aussi à François, si j'ai le temps encore, qui est à propos de ce qu'on appelle la technologie V2G. Donc, c'est Vehicle to Grid, donc, qui est une technologie qui est en train d'arriver. Je parlais de notamment la Renault 5, si vous avez suivi un peu ce qui arrive sur l'activité. Donc, en fait, c'est une technologie qui permet de reprendre de l'énergie qui est stockée dans le véhicule et de le réinjecter dans le bâtiment. Donc, on ne fait plus que, on ne va plus que dans le sens bâtiment vers véhicule, mais on est capable d'aller dans les deux sens. Et donc, oui, sur cette technologie, on travaille actuellement. Alors, on l'a pas mis en très grande priorité aujourd'hui. On travaille déjà dessus parce qu'il y a plein en fait de couches qu'on est en train de monter. Notamment, il y a une norme qu'on doit intégrer qui s'appelle la ISO 1518 qui sera intégrée en janvier, sur laquelle on fait une démonstration en début mars avec un grand fabricant de véhicules, je ne pourrais pas vous en dire plus, et d'autres partenaires. Et avec le partenaire français, leader de l'interopérabilité qui s'appelle JIREN. Voilà, donc on travaille, voilà, ça on peut en parler, donc on travaille sur ce sujet-là. Et donc on a l'ISO 1518, on a des technologies comme le plug and charge aussi qui seront présentées bientôt, qui sont des prérequis pour pouvoir faire du V2G. Et sur le V2G, certaines bornes commence à le faire en France, et certains véhicules, de plus en plus de véhicules sont adaptés. Mais oui, on est encore sur une technologie qui est très early sur la partie matérielle. Donc aujourd'hui, on travaille à d'autres solutions qui sont effectivement ce que disait David, le pilotage en fonction des capacités de stockage du solaire. Par contre, on croit énormément en véhicules to grid. Pourquoi? Parce que vous savez que la nuit, on produit énormément de nucléaire, d'électricité nucléaire, qu'on redistribue dans d'autres pays, où on ne sait pas forcément quoi en faire. On peut même des fois la décharger, la perdre, cette énergie, en certains cas extrêmes. Et l'idée, c'est quoi? C'est que demain, tout véhicule sera en fait une batterie de stockage et une unité de stockage. Et donc, la nuit, vous rechargez votre véhicule en nucléaire. Vous arrivez au bureau le matin, il y a un pic de consommation, on les connaît tous, le pic du matin vers 8-9 heures et celui de 17 heures le soir. Et bien, plutôt que d'aller à faire un appel de réseau fort, on pourra prendre une capacité des batteries des véhicules, les réinjecter dans le bâtiment et renvoyer une contrepartie, bien sûr, à l'utilisateur, si c'est un véhicule perso, parce que d'ailleurs, on est capable de détecter si c'est un véhicule perso ou d'entreprise, et si c'est un véhicule d'entreprise, on n'a pas forcément besoin de demander l'autorisation au conducteur du véhicule. Et ensuite, recharger ce véhicule, une fois qu'on aura donné un petit pourcentage dans le bâtiment, le recharger ensuite avec de la production solaire locale, le reste de la journée. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux qui devra arriver. Alors, je pense on est déjà rentré bien dans le détail. On a déjà une demi-heure. Ouais. Donc, je vous propose d'avancer un petit peu. Chris, on ne rate pas votre question. Je pense qu'elle est très importante et intéressante. On y répond après. On y répond dans pas longtemps. Voilà. C'est un point qui est très important. Ouais. Oui, donc du coup, pour la levée de fonds, on est aujourd'hui surtout sur 3 typologies d'investissement en interne, ce que l'on va faire de cet argent, sachant que c'est un produit qui est déjà commercialisé. Aujourd'hui, on est assez sollicité. Et notamment, pourquoi? Parce qu'on a une couche de services qui s'adresse au monde du poids lourd, qui est en train de vraiment être en plein développement en France et en Europe. N'oubliez pas que la France est un carrefour du passage des camions et que l'électrification est un vrai enjeu.
Donc, on a réparti, alors ce ne sera pas exactement comme ça, parce que bien entendu, on va délivrer au fur et à mesure, mais en gros, on est sur des gros tiers pour un investissement, pour un recrutement commercial. On a besoin de soutien, j'ai besoin de soutien. Consolidation aussi de la structure financière, c'est important de garder des capitaux propres. Et aussi développement technologique, et notamment sur la partie V2G, où il y a quelques normes qu'il faut qu'on continue à déployer pour rendre les meilleurs services à nos clients, qui aujourd'hui attendent que le logiciel soit bien interfacé avec le hardware en termes de service. Voilà. Je passe. Oui. En termes de business plan, on a un business plan qui est très dense. On est accompagné par un cabinet financier qui est basé sur Paris, qui nous accompagne depuis maintenant 1 an et demi. On a structuré, vous le verrez dans la note d'investissement, et vous avez beaucoup de données, beaucoup de data. Sachez qu'on a terminé notre premier bilan en 2023, qu'on a déjà triplé notre chiffre d'affaires en 2024, qu'on sera vraiment pas loin de nos objectifs pour 2025. Pourquoi? Parce qu'on a déjà signé des contrats qui nous ont presque fait atteindre 50% de l'objectif de 2025. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais comment ça fonctionne? Tout simplement, on connecte une borne à travers une URL. Donc, vous arrivez sur une borne quand vous êtes installateur, vous rentrez un URL qui connecte la borne à un logiciel SaaS qui s'appelle ChargeKeeper, tout simplement. Et nous, comment on fonctionne en fait? C'est de l'abonnement, comme Netflix, tous les mois. Toutes les bornes, points de charge qui sont connectés à la supervision, on facture ça entre 6 et 25 € du point de charge. Ça va dépendre de toutes les couches de services que vous allez pouvoir, bien entendu, contractualiser. C'est des contrats annuels, voilà, renouvelables par tacite reconduction. Et on a très peu de churn aussi, très peu de pertes de clients, parce qu'on a connecté ces bornes, qu'on a un seul logiciel qui connecte toutes les marques, on est très agnostique, c'est important, on connecte toutes les bornes du marché, tout est protocolé. On en parlera après peut-être sur les éléments de différenciation. Ça, c'est important. Et on a aussi des commissions sur flux, on parlait de la monétisation. Bien sûr que la monétisation, derrière, on a aussi un module de facturation B2B qui est propre à ChargeKeeper, qui permet de rien faire quand on est une entreprise. Tout est facturé automatiquement dans ChargeKeeper. On prend une partie de commissionnement sur la transaction, puisqu'on accompagne cette transaction-là. Différentes manières. Pareil, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est entre 5 et 10% de commission sur les valeurs. Les grosses valeurs, une recharge, véhicule léger, c'est entre 5 et 35 €. Par contre, en poids lourd, 400 kW à charger, on est sur des très très grosses charges. Et quand on parle du monde du B2B et des recharges quotidiennes, on est très vite sur des très gros chiffres d'affaires. Et on a aussi des forfaits de démarrage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait beaucoup de marques blanches. 60 à 70% de nos clients utilisent leur logiciel, entre guillemets, à leur marque. Et aussi, on a très peu parlé, mais on fournit une application qui est une des meilleures du marché pour pouvoir géolocaliser les bornes, lancer une recharge. Et cette application est aussi en marque blanche. Donc, vous avez des gros opérateurs qui vont utiliser ChargeKeeper. On n'est pas visible à ce moment-là. Vous allez voir, pareil, je ne peux pas citer de nom, mais l'opérateur va faire croire en fait que c'est son logiciel de supervision, que c'est son application. En fait, c'est nous qui sommes derrière. Très bien. C'est très clair. Oui, équilibre 2026. Suivant, voilà, on n'est pas, ça c'est important aussi. Ouais. Les BP qu'on a fait, ils sont très conservateurs dans le sens où c'est un énorme marché, très fragmenté aujourd'hui. Ça c'est important, qui va se consolider dans les 3 à 4 prochaines années. Et il faut être aujourd'hui très performant et prendre notre place. Voilà, et on a commencé à l'apprendre dans les secteurs particuliers comme le poids lourd, dans le VL et toutes les couches de services qu'on va continuer à développer dans les années futures. Alors du coup, David, tu parles de fragmentation. C'est peut-être le moment de parler de concurrence parce qu'il y a, je crois qu'il y a plusieurs questions sur le sujet. Il y a 2 points. Il y a la concurrence en France et en international, et il y a aussi un point sur la protection. Oui. C'est ça. Je te laisse répondre. Alors, sur la concurrence, il y a beaucoup de logiciels de supervision, de bornes de recharge. Vous avez d'abord les logiciels des fabricants. Le problème des logiciels de fabricants, c'est que c'est une borne, une marque, un logiciel. C'est impossible à gérer pour les opérateurs qui installent aussi bien des bornes lentes, rapides, différentes marques, puisqu'ils répondent à des appels d'offres et à des besoins qui sont très spécifiques dans chaque entreprise. Donc, ils ont besoin d'avoir du choix dans le matériel. Donc, en réalité, ce ne sont pas des concurrents. Donc, ce ne sont pas des concurrents. Voilà, je fais très simple. Le deuxième, ce sont les entreprises comme ChargeKeeper. On a deux concurrents aujourd'hui. On est en train de prendre de la part de marché. Qui ne sont pas français. En fait, il y a pour répondre très rapidement, il n'y a pas de concurrent en France. Voilà. La seule entreprise française 100%
logiciel gestion de bornes de recharge. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de nos concurrents font un peu de tout, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait du logiciel parce que ils se sont dit, on va faire notre propre logiciel, mais ils se rendent compte qu'en fait, ils le font qu'à moitié. D'autres, en fait, sont un business plutôt orienté sur vendre des badges, vous savez, des cartes de recharge, des choses comme ça. Le logiciel est un prétexte. Ou vous vendre la borne, en fait, en plus du logiciel. Donc voilà. Donc en France, il n'y a pas de concurrent. Sur le segment du transport et du poids lourd, on a eu la confirmation aujourd'hui de clients qui font des recherches de ce type de logiciel. Il n'y en a quasiment pas. Voilà. On est quasiment seul sur la partie transport. Il y en a eu la confirmation d'un partenaire d'Amsterdam aujourd'hui. Hein, et pourtant un fabricant de bornes. Et pourtant, ils sont très en avance par rapport à et on a effectivement 2 concurrents aujourd'hui qui sont listés, je pense, dans la note d'intention, à qui on a déjà récupéré gentiment des clients chez eux. Ou voilà. Donc, on est très confiant sur le sujet. C'est un très gros marché. On est conscient qu'il y aura plusieurs logiciels. Voilà. Notre objectif, c'est plutôt d'être, on va dire, top 3 France et top 5 Europe. Ça, c'est vraiment notre objectif. C'est ça. Et avec vraiment une spécialité B2B, entreprise et transport. Ça, c'est vraiment exactement, notre différenciation. Sur la partie protéger les nouveaux entrants, c'est ce qu'on vient d'écrire. Il faut être en avance technologique, il faut préparer le V2G qui n'est pas encore complètement opérationnel. Il faut préparer le quoi? Le véhicule to grid, l'électrique. Ah oui, l'électrique qui recharge, oui, d'accord. Ça, donc, il faut le préparer. Donc, pareil, on est très en avance puisqu'on fait partie des, comme tu le disais tout à l'heure, on fait des POC avec les opérateurs. Des prototypes. On a du sous-titres, en fait. Non, mais par exemple, on travaille avec des constructeurs automobiles. On ne peut pas les citer non plus, mais les plus grands constructeurs français, constructeurs étrangers, que ce soit pour les véhicules lourds comme pour les véhicules légers, pour qu'ils puissent communiquer avec la plateforme, communiquer avec la borne, communiquer avec le véhicule. Tout ça, ce n'est pas encore complètement protocolé. Ouais. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'on a en fait, au-delà du logiciel, on a aussi une très forte expertise. On le verra, je pense, dans les risques, les risques et les mitigations des risques. Enfin, on verra, voilà. Il y a aussi l'équipe, l'expertise et le savoir-faire qui fait que ChargeKeeper se différencie fortement. Allez, parfait. Je pense que c'est très bien tout ça. On a bien compris. On peut avancer un petit peu. En tout cas, c'est un chouette projet et vous avez eu pas mal de réponses à vos questions, je pense. Parlons de la levée de fonds. Diego, je pense que tu peux prendre la main. Oui, je vais prendre le relais rapidement. Donc, je crois qu'on ne l'a pas mentionné. Les infos sont présentes, les caractéristiques sur la page du projet. La lumière vient de s'éteindre. Il faut que tu danses. Pardon. Donc, les caractéristiques, elles sont présentes sur la page du projet. Mais voilà, c'est une levée de 500 000 €. Donc, en action, comme on disait. Une particularité que vous avez mentionnée, Christopher, David, c'est que vous avez derrière la Banque publique d'investissement qui pourra compléter cette levée à hauteur de 500 000 € également. Donc, c'est en discussion. On a déjà balayé donc l'utilisation des fonds. Le principal enjeu, donc, c'est de renforcer les équipes pour assurer le développement commercial de ChargeKeeper. Pour ce qui est de la valorisation de la société, donc elle a été établie à 3,5 millions. Donc on verra après la part de détention des citoyens dans la société avec l'augmentation de capital de 500 000 €. Et également, puisqu'on n'a pas précisé au niveau de la structure juridique, donc Enerfip a créé une société dédiée, comme elle l'a déjà fait sur d'autres levées en action, qui donc sera ouverte aux investissements de la base d'investisseurs d'Enerfip et qui souscrira elle-même à l'augmentation de capital de ChargeKeeper. Ouais, ça on le fait, pardon Diego, je t'interromps, mais c'est pour compléter ces sociétés citoyennes, on les fait pour toutes les collectes en action. Ça évite des sociétés comme ChargeKeeper qui sont pas du tout faites pour d'avoir 900 actionnaires avec tout ce qui est convocation aux assemblées générales, etc. À gérer, ce qui est évidemment
assez complexe. Et donc nous, vous le savez peut-être parce qu'on a déjà fait des collectes en action. On a un outil qui s'appelle l'outil gouvernance qui permet de mettre au vote, de convoquer aux assemblées générales, etc. Donc c'est pour ça que vous investissez dans une société citoyenne, parce que ça permet de mettre tous les actionnaires au même endroit et ensuite nous on est représentants de la masse, donc on va voter en votre nom à l'actionnariat de ChargeKeeper. Ouais, je rajoute une chose pour répondre aussi sur pourquoi des actions, pas des obligations. Comme on vous le dit, la BPI nous suit. On a la capacité d'apporter de la dette quelque part grâce à la BPI qui est quand même à moindre coût, plus des subventions. Donc l'idée, c'est de ne pas rajouter forcément de la dette qui coûte cher en nos cas, et plutôt d'embarquer aussi des gens avec nous dans ce projet parce que c'est un projet français, on vous l'a dit. ChargeKeeper est le seul logiciel français qui existe sur le marché. Donc il faut aller vite. Et l'idée, c'est aussi, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'Enerfip et qu'on s'est apprécié avec Enerfip, c'est qu'il y a cette idée quand même d'aller construire quelque chose ensemble dans un secteur français. Il y en a quand même assez d'avoir des industriels étrangers qui prennent des parts de marché en France. Et il n'y a pas que le logiciel, il y a aussi les infrastructures. Donc voilà, il est important de se réveiller. Et pour nous, c'était important aussi d'avoir cette approche-là sur la levée. Oui, effectivement, pour répondre également à la question, les investissements en obligations et en actions, ils sont très différents dans leur objectif. En action, c'est un accompagnement plus sur la durée, avec des participations à la direction de la société, aux décisions, tandis qu'en obligation, c'est un financement extérieur et qui a vocation à être remboursé assez rapidement en réalité. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide. Non, je voudrais compléter, pardon. Je pensais que tu allais y aller juste après. Sur l'horizon d'investissement et le TRI cible, je pense que c'est absolument fondamental d'expliquer ça. Tu veux y aller ou tu veux que j'y aille, comme tu veux? Non, tu compléteras. Je comptais en fait aborder le sujet un petit peu plus tard, mais tu as bien pardon. Mais comme c'est écrit là, c'est plutôt voilà. En action, effectivement, donc comme j'ai dit juste avant, donc l'horizon d'investissement est pas le même. En fait, quand une obligation, par exemple, a une maturité à 3 ans où on sait que le capital va être remboursé, il n'y a pas vraiment de maturité fixe pour les actions. Donc, on attendra en fait d'avoir une opportunité de revendre les parts, donc que ce soit un investisseur extérieur ou autre. Et c'est à ce moment-là que les investisseurs auront leur liquidité et pourront réaliser leur plus-value. Pour ce qui est du TRI cible, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet indicateur, c'est le taux de rentabilité interne et qui donc prend en compte la valeur de l'investissement par rapport au temps qui s'est écoulé. Donc là, ce serait 20% par an. Donc c'est un taux qui est élevé pour tenir compte du risque sur ce type d'investissement. Mais c'est estimatif. C'est-à-dire que ni la durée ni le TRI ne sont garantis. Exactement. On ne parle pas d'obligation. Tout est estimatif. Donc, il n'y a absolument aucun engagement de notre part sur ce sujet. C'est juste estimé. C'est ça la grosse différence avec les obligations. C'est que quand les obligations, à peu près tout est connu, donc le timing des paiements, le taux, donc, etc. En action, donc, c'est beaucoup plus libre. Le taux de rentabilité peut varier, l'horizon d'investissement peut varier. Donc, c'est vraiment pas le même type d'investissement et le même type de risque, ni le même type de rentabilité. Ok, on va répondre à vos questions, mais juste on continue peut-être d'avancer un tout petit peu ou ouais, remarque, on parle des actions de préférence, ça peut. On peut répondre à François. Oui, les actions de préférence sont bien tenues dans la citoyenne. Voilà. Voilà. Possibilité d'une introduction en bourse, j'imagine qu'on n'en est pas là. Mais... Alors, il faut quand même expliquer aux investisseurs potentiels qui sont là qu'on est très sollicité. Dans ce marché-là, notamment auprès d'opérateurs, de concurrents étrangers qui ont du mal à pénétrer les marchés. Et de clients aussi qui veulent peut-être aller plus loin. Donc, c'est un marché, comme je dis, c'est le marché fragmenté, mais très positif dans sa fragmentation parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. On souhaite rester aujourd'hui mettre à bord, c'est pour ça qu'on fait ce type de levée, mais il y a effectivement beaucoup de potentiel à venir. Donc, l'introduction en bourse, pas forcément. Ça peut être en adossement industriel dans quelques années. Bref, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à nous.
Ok, et ben continuons sur la collecte du coup. On a juste François Ouais, qui c'est bon, réitère sa question, mais donc François, j'ai oui, les répondu. actions de préférence. Ah oui, parfait, merci. Donc, pour les modalités de la levée de fonds, on parle ici d'un objectif de levée de fonds à 301 000 euros. C'est l'objectif, sachant que le plafond, je ne sais pas si c'est écrit là. Non, c'est 500 000 euros. Donc, 500 000, ouais, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Entre 300 et 500 000 euros. Voilà. L'investissement minimum est donc de 100 euros et non pas 10 euros comme pour les obligations. Donc là, c'est 100 euros l'investissement minimum, mais la valeur unitaire de l'action est à 1 euro. Donc vous pouvez investir 102 euros si vous le souhaitez. Et l'investissement maximum est à 75 000 euros. Ok, ça commence demain à 12h30. Ça se termine. Oui, après-demain. Ah oui, c'est jeudi, pardon, je suis déjà mercredi, désolée. Oui, donc après-demain à 12h30, pardon, et ça se termine mi-janvier. Ce qu'il faut, donc on est sur un investissement français. Hein, vous savez que sur la plateforme maintenant, on peut aussi investir sur des investissements espagnols. Là, c'est purement français, vous l'avez compris, sous forme d'action, on l'a dit. La durée et la rentabilité sont totalement estimées et pas du tout garanties. Donc, on parle d'actions. La vente de vos actions se fera quand ce sera le moment et ça peut être moins de 5 ans. Normalement, non, parce que justement, il y a l'avantage fiscal qui va bloquer, mais ça peut être plus de 7 ans si c'est comme, enfin voilà, c'est pas garanti. Et puis, la notation est de D-. Donc ça, Diego va vous expliquer un peu, ah oui, peut-être la notation maintenant, et puis on revient… D'abord, juste pour François qui a de nouveau cette question. En fait, les actions au sein de la citoyenne sont des actions ordinaires, mais les actions de ChargeKeeper sont des actions de préférence. Donc, par rapport aux autres actionnaires de ChargeKeeper, vous avez une priorité. Merci, Diego. Voilà. Pour ce qui est de la note de l'opération, donc la note de l'opération, c'est une note qui qualifie le risque et le potentiel de rentabilité qu'on définit en interne chez Enerfip. Donc là, vous avez un peu les différents indicateurs qui nous permettent d'arriver sur cette note donc de D-. Et donc D-, ça peut sembler bas. En fait, c'est parce que déjà les investissements en actions, on considère qu'ils sont risqués puisqu'ils sont risqués et ils ont un plus gros potentiel de gain. Et cette catégorie D correspond donc à des sociétés qui ont déjà développé un produit avec succès et qui sont dans cette phase de commercialisation et d'essayer d'agrandir leur activité. Donc, il n'y a plus vraiment, même si le produit est toujours en cours d'amélioration, de risque sur ce premier prototype. Et maintenant, le risque est plutôt sur la bonne commercialisation et réussir à capter une part de marché suffisante pour atteindre l'équilibre financier dans les 2 prochaines années. Parfait, merci. Ça vous explique la notation D et on parlera des risques dans quelques minutes. Voilà. Là, je ne pense pas qu'on va passer trop de temps sur cette slide, mais c'est simplement pour vous donner, si vous n'êtes pas forcément familier avec les investissements en actions, un peu un exemple de ce que ça pourrait donner dans notre cas. Donc, on est sur un investissement de 500 000 euros avec une valeur avant investissement de la société donc de 3,5 millions d'euros. Et on a un objectif de rentabilité qui est autour de 20% sur 6 ans. Donc, sachant que cet horizon de sortie peut varier, comme on l'a déjà dit. Et donc, à titre indicatif, ça donnerait, en réalisant cette rentabilité, une valeur de l'entreprise d'environ 12 millions d'euros dans 6 ans. Et ben voilà, ça c'est très clair. Et donc cette valeur, on la connaît pas, c'est une valeur. C'est tout l'enjeu de l'investissement. Terminé, voilà, c'est tout l'enjeu d'investissement, c'est de
c'est un pari, c'est-à-dire que nous, c'est une valeur qu'on a calculée avec ChargeKeeper, entre ChargeKeeper et Enerfip selon ce qui existe déjà et selon les prévisionnels. Et donc, je vais me permettre de rajouter un point. Je ne peux pas mentionner le nom, mais un de nos concurrents a fait la semaine dernière une levée en série B de 26 millions d'euros. C'est un de nos concurrents. Il est étranger, il souhaite pénétrer davantage de marchés en Europe. Donc, on a été très conservateur, bien entendu, même si ça reste. Voilà, il n'y a pas de garantie. Mais c'est un marché qui est en train de devenir très intéressant pour les investissements parce que justement, on a compris en fait que le logiciel, c'était lui l'intelligence. C'est lui qui crée du récurrent. Une fois qu'on a installé la borne, c'est lui qui génère du chiffre. C'est ça, c'est lui qui. Très bien, merci beaucoup. Merci Diego pour cette explication. On peut parler des risques avant de parler de fiscalité. Ça, c'est la partie super, risque et fiscalité, tout ce qu'on aime. Vas-y, je t'en prie, Diego. Prends la main. On va peut-être perdre un peu de monde sur cette partie-là. Non, j'espère pas. C'est le moment sexy. Mais non, voilà, on vous présente les risques, nous, qu'on a identifiés chez Enerfip sur cet investissement. Donc, voilà, comme on disait tout à l'heure, le principal enjeu et risque, mais qui est aussi principal potentiel de plus-value, c'est cette commercialisation du produit, donc réussir à capter une part suffisante de ce marché qui est en pleine explosion en France, le marché des bornes de recharge. Christopher, David, je peux vous laisser peut-être détailler un peu les... En un mot, parce qu'on est vraiment en short sur le temps. Oui, très rapidement, on a déjà passé 50 minutes. Oui, alors, Enerfip le traduit en risque. Nous, on le traduit en opportunité, et donc forcément, il y a défendre les intérêts de l'investisseur. Moi, je pense que c'est pas un risque du tout là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le risque, c'est de louper les marchés. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille vite, c'est pour ça qu'on fait cette levée. Et la prochaine année va être très importante pour nous. Donc, le risque, c'est de ne pas capter justement tout ce qui est en train de arriver chez nous. Donc, c'est pour ça qu'on l'a symbolisé ici. Le risque de concurrence, c'est la même chose. C'est le bon moment pour continuer maintenant à continuer à capter en fait tous les clients qui viennent vers nous, parce qu'il y a un trou dans le marché. On est les seuls à offrir ce que l'on est en train de mettre sur le marché. Avec notre positionnement. Avec notre positionnement très agnostique, très ouvert, très 360. Là, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choses à faire. La grosse différence par rapport à notre concurrence, c'est qu'on redonne en fait la main. Diego, attends, excuse-moi, Christopher. Diego, tu peux couper ton micro, on n'entend pas Christopher. Ah, pardon. Merci. Je disais la grosse différence par rapport à notre concurrent, parce qu'on peut dire qu'il y a d'autres logiciels, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est qu'on est l'un des seuls à redonner la main et le pouvoir en fait aux entreprises et aux exploitants électriciens en fait sur ce sujet qui est le logiciel. Ils ont toujours mis un gros focus sur le matériel et ils ont laissé un peu de côté le sujet logiciel, et aujourd'hui ils reviennent vers nous parce qu'ils ont besoin de reprendre le contrôle. C'est ce qu'on leur offre en fait. Et c'est la grosse différenciation qu'on a sur le marché. Super. Voilà. Très clair, merci. Ah, par contre, tu n'as plus de micro, du coup, Diego. Désolé. Logique. Et puis ensuite, on a le risque opérationnel, donc technologique sur les bornes, et le risque réglementaire qui, lui, est minime, compte tenu de la croissance du marché et de l'accompagnement de l'État sur ce type de problématique. Je peux dire 2 mots en 1 minute sur les deux risques. Donc effectivement, le risque opérationnel, c'est un risque que je connais bien puisque ça fait quelques années que je pratique ce métier-là. Donc on a travaillé en fait longuement avant même de créer la structure ChargeKeeper, à ce qu'on appelle industrialiser le produit, c'est-à-dire le rendre en fait opérationnel et le rendre adaptable. Je vais éviter de dire des mots en anglais parce que je parle souvent en anglais. C'est là. Donc en fait, on a une infrastructure qui est intelligente, entre guillemets, qui est capable justement de s'auto-dimensionner, de réguler les coûts, etc. Et parce que dans mon parcours, etc., dans les expériences de l'équipe aussi qu'on a avec nous, on n'a que des personnes qui ont minimum 12 ans d'expérience dans le développement. On a ces retours d'expérience-là de savoir construire en fait les fondations du système. Donc voilà, donc ça pour nous, c'est pas du tout un risque, mais c'est important de travailler dessus. Et c'est très bien d'ailleurs qu'Enerfip y ait pensé, d'ailleurs. Et le risque réglementaire, on pense qu'il n'y en a pas. Nous, c'est plutôt un accélérateur. On en parlait. Parce qu'en fait, il y a un seul sujet, c'est la souveraineté en fait, européenne sur l'énergie. Et on l'a tous vécu, que ce soit le gaz, la production de barils de pétrole, etc. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, on est tous dépendants de l'électricité. C'est la seule énergie qu'on maîtrise et ce qui fait de notre indépendance aussi. Énergétique française. Énergétique.
Tout à fait, merci, c'était très clair. Oh, ben voilà, on parlait de fiscalité. Allez, c'est parti. Alors, on va parler fiscalité, il faut identifier plusieurs ressorts. Nous avons le capital que vous placez, nous avons les dividendes potentiels que vous pourriez peut-être toucher et nous avons la plus-value que vous ferez peut-être potentiellement au moment de la vente de vos parts. Donc, c'est 3 parties différentes qui sont fiscalisées différemment. Donc, dans le cas des dividendes, alors encore une fois, je ne sais pas si vous en toucherez, il n'y a pas d'engagement là-dessus, mais si vous en touchez, ils sont imposés à 30%. Dans ces 30%, alors aujourd'hui, 10 décembre 2024, les choses peuvent changer. On sait que en termes de loi fiscale, etc., c'est des choses qui sont un peu variables. Mais aujourd'hui, c'est la flat tax qui s'applique, c'est-à-dire 30% le prélèvement forfaitaire unique. Dans ces 30%, vous avez 17,2% d'impôt sur le revenu. Ça, tout le monde les paye. Et vous avez 12,8% de prélèvement forfaitaire libératoire. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que sur votre impôt, si votre taux d'imposition est inférieur à 12,8%, vous paierez moins. C'est-à-dire que, imaginons que votre taux d'imposition est de 10%, l'État va vous rendre 2,8%. OK? Donc 12,8, c'est un maximum. Par contre, si vous payez beaucoup plus d'impôts, imaginons 40% d'impôts, eh bien, ça s'arrêtera à 12,8. Donc ce 30%, il est maximum, mais si par exemple vous n'êtes pas imposable, ben, ça sera 17,2. Ce prélèvement, il se fait à la source, c'est si vous ne faites rien. OK? Sachant que on parle ici des dividendes et je voulais dire un truc qui m'a échappé. Excusez-moi, ça me reviendra. Bon voilà, en tout cas, ça c'est la partie simple. Vous pouvez, dans certains cas, demander le barème progressif. En fait, au moment, ah oui, vous allez être prélevé à la source de cet impôt, de cette flat tax, et au moment de l'année d'après où vous allez déclarer vos revenus, ben, le prélèvement à la source, il sera identifié. Vous pouvez cliquer sur un bouton disant ben, « Je souhaite passer au barème progressif ». Si vous passez au barème progressif, vous n'êtes plus imposé à la flat tax, mais vous bénéficiez d'un abattement de 40% des montants bruts des dividendes et vous payez quand même les prélèvements sociaux, les 17,2. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'au moment où vous remplissez votre déclaration d'impôt, vous cliquez « Je souhaite le barème », vous allez au bout, vous regardez combien vous payez d'impôt, et après, vous décliquez, vous dites « Je ne souhaite pas le barème », et vous allez au bout, vous regardez, et vous choisissez l'option la plus rentable pour vous. OK ? Ça, c'est dans le cas de dividendes, et ça sera tout expliqué au moment de l'avis d'impôt, du remplissage de votre avis d'impôt. Vous recevrez un mail avec les cases, où est-ce qu'il faut remplir, etc. OK ? Donc ça, c'était pour les dividendes. Ensuite, pour votre capital, cette année, vous allez placer un certain montant sur ChargeKeeper. Vous allez acheter des actions et donc, il y a un capital qui va être placé. Ce capital, il est éligible à la réduction d'impôt Madelin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes une personne physique, ah oui, j'ai oublié de le dire, mais là, je parle de personnes physiques. Hein. Si vous souhaitez connaître, tout savoir sur la personne morale, il faut vous rendre sur notre Help Center. Il y a des articles qui expliquent tout ça, mais là, je parle vraiment de personnes physiques qui sont domiciliées fiscalement en France. Vous pouvez bénéficier de la réduction d'impôt et dans ces cas-là, vous allez avoir une réduction d'impôt de 18% du montant que vous avez placé. C'est capé, c'est avec un maximum pour l'ensemble des placements de 50 000 € pour les personnes seules et 100 000 € pour les couples. Donc, imaginons vous souhaitez mettre 4 000 € sur ChargeKeeper, eh bien vous pourrez faire une réduction d'impôt de 18% de ces 4 000 €. OK ? Là aussi, il y a tout un article sur la fiscalité des actions qui vous explique ça très précisément. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'abord parce que je ne suis pas fiscaliste, ensuite parce que ça dépend des cas et que je ne peux pas vous voir. Mais voilà, grosso modo, il y a 18% de réduction. Et ensuite, la plus-value. Donc, au moment où vous allez revendre vos actions, vous allez peut-être, j'espère, faire une plus-value. Normalement, c'est là le montant principal de vos bénéfices. Donc, cette plus-value, elle est taxée également à la flat tax, 30%, 17,2 obligatoire, 12,8 maximum. C'est la même chose que pour les dividendes.
J'espère que j'ai été claire. Ça fait beaucoup de cas. Je suis désolée, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, c'est important de tout identifier. On peut parler aussi de moins-value. Si jamais vous perdez et que vous vendez vos actions moins cher que ce que vous ne les avez payées cette semaine, dans ces cas-là, la moins-value, elle est imputable sur les plus-values de même nature. Donc, ça veut dire que vous pouvez dire, j'ai fait une moins-value de 1 000 euros, mais j'ai fait une plus-value de 1 000 euros sur d'autres actions. Je les mets en face et donc ça va s'équilibrer et vous ne paierez pas d'impôt sur votre plus-value. Ok. Alors, sachant que c'est sur la même année ou sur les 10 ans qui suivent. Donc, vous pouvez déclarer votre moins-value à un moment où vous êtes sûr de faire une plus-value sur un autre produit financier. J'espère que j'ai été claire. Pardon si je ne l'ai pas été. Voilà, alors comment ça se passe? J'ai vu certaines personnes que je ne connaissais pas, donc je me permets juste de dire ça. Désolée pour ceux qui sont là à tous les webinars. D'abord, très important, chez Nerfip, il n'y a pas de frais, jamais, quoi que vous fassiez. Donc, c'est ChargeKeeper qui nous rémunère. Vous avez 0 frais, donc vous placez de l'argent, vous le récupérez sur votre compte bancaire, vous le réinvestissez. Tout ça, c'est sans frais, absolument, totalement gratuit. Pour pouvoir bénéficier de tout ça, il faut dans un premier temps vous inscrire. Donc, vous allez sur le site internet, vous créez un compte. Et c'est le moment où vous nous détestez, puisque c'est le moment où vous devez remplir un questionnaire qui est long, qui est intrusif, qui n'est pas hyper agréable souvent. C'est un questionnaire de l'Europe, je suis désolée, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Christopher, tu l'as fait aujourd'hui, non? Tu as dit que tu étais inscrit, c'est vraiment gaspillé, non? On n'a pas le choix. Un peu, Ouais. c'est comme ça. Voilà, mais c'est comme ça, c'est obligatoire. Vous répondez au questionnaire, vous justifiez de votre identité. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que pour le coup, c'est le seul moyen qu'on a pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc, si vous êtes sur cette liste, vous ne pouvez pas investir, sinon vous serez vu. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez y aller. Mais par contre, il faut quand même que vous justifiez de votre identité. Et puis, alors, dans certains cas, vous devez justifier de votre résidence. En l'occurrence, là, la collecte est ouverte à tous, donc ce n'est pas vraiment la peine. Une fois que vous avez fait ça, tout de suite, vous pouvez aller sur la page du projet. Donc, peut-être que vous allez faire ça ce soir, demain, et jeudi, à 12h30, vous vous connectez. Vous lisez la documentation. Peut-être qu'il y a des infos que vous avez envie de mieux comprendre. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a énormément d'informations sur la page projet, sur la documentation. Si vous êtes un expert en finance, vous pouvez tout lire et vous faire votre propre idée. Sinon, vous nous faites confiance, mais ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez vraiment toutes les informations et toutes les données nécessaires pour vous faire une idée vous-même. Et ensuite, vous choisissez d'investir. Donc, vous allez réaliser votre investissement. C'est sans frais. Vous définissez le montant. Donc, entre 100 et 75 000 euros. J'espère qu'entre les deux, vous allez trouver votre bonheur. Vous choisissez votre montant. Vous choisissez un règlement soit par carte bleue, soit par virement en fonction du montant. Et puis, vous signez de manière virtuelle sur votre ordinateur. Et hop, ça y est, c'est fait. Une fois que votre compte est validé, qu'on a bien vérifié que vous n'étiez pas sur la liste anti-blanchiment d'argent, financement du terrorisme, dans ces cas-là, vous pouvez payer. Et ensuite, vous attendez. Quand on clôture la collecte, c'est là que les actions sont effectives et que votre démarche d'actionnariat démarre. Voilà. Donc, on clôturera la collecte au plus tard aux alentours du 16 janvier. Si ça se remplit plus tôt, ce sera plus tôt. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ce sujet. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez des doutes, si vous êtes devant votre ordinateur en panique et vous ne savez pas où cliquer, il n'y a pas de souci, vous avez notre numéro partout, vous passez un coup de fil. Alors, pas maintenant, je pense que tout le monde est rentré, mais à partir de demain matin, il y a toute une équipe pour vous répondre. Si vous êtes hispanophone, vous pouvez tomber sur Flore. Si vous êtes néerlandophone, vous tombez sur Jill. Mais bon, en tout cas, tout le monde parle français et vous pouvez poser vos questions à Valérie, à Maëva, qui sont à Montpellier, et Sylvain également, qui vous répondront, qui vous aideront, qui vous diront où cliquer, et si elles n'ont pas les réponses, qui demanderont à Christopher et David les réponses à vos questions un peu plus pointues sur ChargeKeeper. Donc surtout, n'hésitez pas, on est joignable par téléphone et par email. Voilà.
Eh ben, écoutez, je crois que moi, j'ai dit beaucoup de choses. Il y a eu d'autres questions entre-temps. Oui, il y a Raymond qui demande si toutes les actions vont être vendues en même temps ou en plusieurs fois. Oui. J'ai pas la réponse. L'objectif, Raymond, c'est d'offrir après donc les 5 à 7 ans une liquidité à tous les investisseurs, donc de les vendre toutes d'un coup effectivement à cet horizon pour que vous puissiez sortir de la société. Parfait, merci. Et François, il a posé une question. Dans quel cadre travaillez-vous sur ce sujet? Ah oui, c'est tout à l'heure, tu disais. C'est un point important. Je l'expliquerai très brièvement, effectivement, François. En fait, avant de vraiment lancer, je reprends la genèse du projet. En fait, avant de lancer vraiment le projet ChargeKeeper et de l'ouvrir à toutes les entreprises, on l'a travaillé pour une entreprise. Moi, voilà, mon métier, c'est aussi de répondre à des problématiques d'entreprise et à travailler sur les sujets numériques. Et donc, on l'a construit, d'ailleurs, vous le verrez, au niveau de la capitalisation, il y a aussi un actionnaire aujourd'hui qui a été moteur sur ce sujet, où on a travaillé ensemble sur ce projet, avant ensuite de se dire, OK, c'est robuste, il y a un marché aussi, parce qu'on a fait des études de marché aussi avant de lancer ChargeKeeper, parce que comme vous, on s'est posé ces questions-là. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là où je parlais qu'effectivement, on a commencé à regarder tout un tas de sujets, le marché, la robustesse et ce qu'on pouvait en faire avant de lancer ChargeKeeper. On est parti d'un besoin existant pour un client. Un besoin de marché. On a créé l'outil pour ce client-là et on a créé ChargeKeeper autour de l'outil juste après. Tout à fait. Voilà. Eh ben, c'est génial. Il y a un vrai besoin. Eh ben, écoutez, moi, je vous propose qu'on arrête, qu'on finisse sur ce mot et qu'on arrête là. 1h05, voilà, on a un tout petit peu débordé, mais pas tant que ça quand même. Puis c'était, je pense, assez intéressant et il y avait du fond, donc c'était chouette. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas dès jeudi midi et demi à venir sur la plateforme pour investir. Et puis, en attendant, posez-nous toutes les questions que vous avez. C'était un plaisir, encore une fois, de voir toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci Christophe, merci David. Christopher, pardon. Pas de souci. Merci David. C'est pas la première fois. Oui, j'imagine bien. Désolée. Merci à tous et merci pour toutes les questions aussi qui étaient très, très intéressantes. Merci à tous. Ouais, avec plaisir. Merci Diego. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.